Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo bonne nouvelle pour vous annoncer, je suis vraiment très heureux que Svante Pääbo a reçu le prix Nobel de médecine ce lundi 3 octobre. Alors c'est un Suédois. Alors Svante Pääbo, j'en parle depuis des années et je suis le premier à dire qu'il mérite un prix Nobel, hein. Vous qui me suivez, vous le savez, j'ai dit il mérite le prix Nobel parce que c'est un homme qui a eu l'idée géniale d'utiliser les séquenceurs, hein, c'est-à-dire ces appareils qui sont avant qui étaient très coûteux, mais maintenant on en fait de plus en plus, ça coûte beaucoup moins cher, d'utiliser ces appareils qui séquençaient, qui analysaient l'ADN et qui comparaient en fin de compte les morceaux, les fragments de génome. Alors c'était utilisé en médecine, hein, c'était utilisé dans bien des domaines, en médecine légale par exemple, hein, aussi, hein, mais aussi pour découvrir des corrélations entre des gènes et certaines maladies que l'on pourrait plus facilement développer. Alors ça s'utilise dans ces corrélations, hein. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement utilisé maintenant, mais c'est le premier à avoir eu l'idée d'aller chercher dans du matériel fossile qui était resté dans des endroits relativement humides et frais, parce que l'ADN, hein, a tendance à se dégrader relativement vite. Bon, à l'échelle planétaire, c'est quelques centaines de milliers d'années. Donc il avait eu cette idée géniale d'aller chercher de l'ADN fossile et d'essayer de récupérer de l'ADN fossile de Néandertal pour l'analyser, et il l'avait comparé à de l'ADN humain et il s'est aperçu que il y avait eu métissage entre les Européens et entre les sapiens et les Néandertaliens, ce qui faisait que les Européens avaient en général intégré dans leur génome du matériel génétique néandertalien, ce qui allait à l'encontre des théories du moment, de son époque, hein, qui disaient que c'était une espèce distincte, qu'il n'y avait pas pu avoir de métissage, et on était parti même sur des délires où elle avait été éliminée par Sapiens. C'est un peu plus simple ou complexe que ça. On est métissé et on a tous, en tout cas les Européens, descendants européens, un peu de gènes néandertaliens, ce qui nous a permis de nous adapter au milieu. Donc c'est super de voir ça, parce qu'il a eu cette idée géniale d'utiliser un séquenceur qui était utilisé en médecine et pas en paléontologie, de le ramener dans la paléontologie et dans l'analyse de restes paléontologiques, en essayant de chercher des restes où il pouvait rester de l'ADN. Donc c'est formidable ce qu'il a fait. Il nous a permis d'avoir une autre vision de l'évolution de l'humanité. Alors vision qui confirme la mienne, puisque ceux qui me suivent savent très bien que je dis depuis des années, alors moi je le dis depuis au moins 30 ans, hein, qu'il y a eu métissage pour des raisons d'analyse des flux migratoires, même si il y avait peu d'humains. Les humains se sont toujours plus ou moins déplacés, et quand les humains se déplacent, ils se mélangent, et de ces mélanges naissent des métis qui ont les particularités du papa et de la maman. Même si ce sont des isolations génétiques qui ont créé Néandertal, il y a toujours eu du flux qui venait du sud, en passant soit en général par l'est, soit on peut imaginer aussi des fois par Gibraltar. Il commence à penser qu'on peut ça tourner. En tout cas, il y a toujours eu plus ou moins de mélange. Donc il a apporté un regard nouveau, que celui que j'avais en fin de compte, hein, qui a été confirmé. Moi, j'avais pas les moyens techniques, hein, mais j'avais la logique. Logiquement, il y avait que cette solution, que il y avait eu du métissage de sapiens arrivés en grand nombre avec Néandertal. Donc on remercie le prix Nobel qui a été donné à un individu qui a fait une découverte fabuleuse, en tout cas, qui a prouvé que nous étions
un peu les enfants de Néandertal, même s'il reste peu de gènes Néandertal dans du majoritaire sapiens africain. Ceci dit, les Néandertaliens étaient peu nombreux, et si on calcule le kilo de gènes néandertaliens, il y a sûrement plus de kilos de gènes néandertaliens actuellement en circulation qu'il y en avait à l'époque où les Néandertaliens régnaient sur l'Europe occidentale, vu qu'ils étaient très peu nombreux. Voilà. Donc c'est toujours intéressant, donc merci. Alors hein, le prix Nobel, je vous lis l'article, alors c'est France Info, hein, alors, le prix Nobel de médecine et de physiologie 2022 a été attribué lundi 3 octobre au Suédois Svante Pääbo pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la fondation de la paléogénomique. C'est parce qu'il avait les outils, hein. En fin de compte, c'était une chance. Il a eu l'idée d'utiliser ces outils qui n'étaient pas utilisés en paléontologie, de les ramener d'un autre domaine en paléontologie. C'est souvent comme ça. C'est qu'on prend quelque chose d'un domaine, on le ramène ailleurs, et il a fait faire de grands progrès. Donc, en révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominidés disparus, ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, alors c'est un peu pompeux, humains, des êtres aussi uniques. À saluer le jury. Bon, voilà. Donc, ça fait plaisir. Il mérite son prix Nobel. Voilà, les différences génétiques entre Homo sapiens et nos plus proches parents aujourd'hui étaient inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce aux travaux de Pääbo, a ajouté le prix Nobel. Bon, moi, je l'avais dit depuis des années, mais je n'avais pas la possibilité de le prouver. Lui a eu les outils, a eu l'idée d'aller chercher un outil qui était, somme toute, assez commun et de le ramener en paléontologie. Voilà. Alors, son père avait reçu le prix Nobel de médecine en 1982, donc il était déjà dans le milieu, mais il venait pas vraiment de la paléontologie à la base. Svante Pääbo, 67 ans, a découvert qu'un transfert de gènes avait eu lieu entre ces hominidés aujourd'hui disparus et Homo sapiens. Ce flux ancien de gènes vers l'homme d'aujourd'hui a un impact physiologique, par exemple en effaçant la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections. Voilà, en affectant la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections. Tout en dit. J'avais dit, nous avons hérité, avant que ça soit prouvé, visiblement, des adaptations de Néandertal aux pathogènes du Nord. Alors, évidemment, maintenant, il y a d'autres pathogènes qui circulent de partout, puisqu'on a les transports et la population se déplace beaucoup plus. Mais ça a permis aux premiers sapiens, visiblement, d'éviter une casse génétique grâce à ces quelques métissages, qui a permis aux quelques métis de diffuser d'une façon efficace les gènes de Néandertaliens d'adaptation au milieu du Nord. Voilà. Alors son père, Som Bergström, avait également reçu le prix Nobel de médecine en 1982. L'année dernière, bon voilà. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir ça. C'est une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme moi, ça me réjouit de voir que Svante Pääbo a reçu le prix Nobel de médecine. Et j'ai dit, super Svante, tu le mérites pour une fois, vraiment, chapeau. Voilà. Alors, je voulais aussi porter une bonne nouvelle, et j'espère que c'est un futur prix Nobel. Il y a un jeune homme français, alors bravo les Français, qui s'appelle David Romain, c'est le docteur David Romain, qui travaille, qui a été débauché au Muséum d'Histoire naturelle de Londres, oui, les meilleurs partent malheureusement, et qui a fait une découverte fabuleuse et qui mérite aussi un prix Nobel, alors je ne sais pas dans quel on va le donner, sur l'évolution du vivant et particulièrement des vertébrés, et qui a eu une idée géniale, mais alors ce qu'on appelle une idée géniale, au niveau de mes idées et de mes observations, c'est qu'il a observé l'oreille interne des fossiles. Alors l'oreille interne, c'est pas l'oreille interne, pas pour écouter, mais celle qui régit l'équilibre, des fossiles, des très anciens fossiles de vertébrés. Et comme c'est un spécialiste aussi de l'oreille interne qui avait fait des études sur l'oreille interne, sur le principe d'équilibre au niveau des
des vertébrés fossiles, qui avaient étudié ça, puisque c'est du matériel fossile qui se conserve relativement bien, puisqu'il est en profondeur dans le squelette, et maintenant avec tous les outils de tomographie, les outils médicaux qu'on peut prendre, on n'a pas à casser des fossiles, on n'a qu'à faire des scans, et on peut percevoir l'intérieur d'un fossile grâce à de l'imagerie médicale. Donc il a analysé les conduits auditifs, et vous allez voir que ça paraît très con, très simple, mais c'est une découverte fabuleuse. Et il a pu déterminer l'apparition de l'endothermie, de la production de chaleur interne chez les vertébrés. Et c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Alors qui dit production de chaleur interne dit visiblement changement de vie et changement de milieu, c'est-à-dire c'est pas que le milieu était plus froid, puisqu'ils se sont aperçus que il y a eu un changement dans la forme de l'oreille interne. Je vais expliquer pourquoi. On est sûr que c'est quasiment sûr, c'est extrêmement simple, qui sont passés à l'homéothermie, donc à la production de chaleur interne, en général musculaire. Donc c'est le muscle qui se met à produire de la chaleur, et le corps se met à la conserver beaucoup plus. Et donc avoir des poils, parce que si tu produis de la chaleur, ça consomme de l'énergie, donc tu es obligé d'isoler, parce que tu vas pas t'amuser à bouffer 3 fois plus si tu n'isoles pas, puisque tu produis de la chaleur. Donc l'avantage, c'est de conserver la chaleur pour fonctionner plus rapidement, ne pas entrer dans une espèce de léthargie quand on produit moins de chaleur, un peu comme les reptiles, la plupart des reptiles. Donc c'est très intéressant. Donc quand tu étudies ça, tu t'aperçois que la chaleur est apparue beaucoup plus tôt, la production de chaleur est apparue beaucoup plus tôt qu'on le pensait, et donc ça nous permet de concevoir un monde différent avec, par exemple, des vertébrés qui vivaient plus la nuit, donc ça leur offre des plages temporelles de recherche de nourriture ou de prédation, c'est-à-dire de recherche de nourriture, peut-être moins de prédateurs qui, eux, n'ont pas cette capacité d'être actifs quand il fait plus froid, d'être plus lent. Donc ça ouvre des plages temporelles pour aller ou chasser ou manger, donc des animaux qui deviennent peut-être plus nocturnes et qui en plus ont une morphologie, on va dire, des téguments qui changent puisqu'ils sont obligés d'isoler, un peu comme une maison. Quand tu mets un chauffage interne, tu es obligé de bien l'isoler parce que ça coûte cher, le gaz, vous connaissez, ça coûte cher de se chauffer. Donc si vous isolez bien, vous payez moins cher. Donc pareil pour nous les vertébrés, si tu isoles bien, l'homme c'est un peu à part, on a perdu nos poils pour d'autres raisons. Pareil pour des raisons cette fois d'évacuation de chaleur, je vous en ai déjà parlé, et en milieu chaud, et la journée, en évitant les prédateurs qui, eux, montent trop en chaleur. Donc, c'est tout le temps des histoires de thermorégulation. Vous savez que c'est ma spécialité aussi, puisque je mérite aussi, moi, un prix. Entre autres, j'en mérite plein pour avoir expliqué les différences morphologiques entre Africains et Européens en fonction de l'évacuation de chaleur et de production de chaleur et de muscles plus tendineux chez les Africains, des membres longs, pour moins produire de chaleur, et chez les Européens, plus courts, avec des moins bons leviers et des gros muscles pour produire de la chaleur et la conserver dans de gros muscles pour éviter de se refroidir l'hiver. Donc on est tout le temps dans l'histoire de thermorégulation, c'est extrêmement important, c'est la base, et tout ça est régi par l'économie. Éviter de produire trop de chaleur ou en produire pour ne pas mourir. Donc c'est toujours très intéressant, c'est toujours l'énergie et la calorie. Donc un grand chapeau bas, un grand bravo au docteur Romain David, et vous allez comprendre comment il a trouvé ça, parce que là je parle mais j'explique pas le système. Alors en étudiant l'oreille interne, et vous allez comprendre cette histoire de tuyauterie, de diamètre de tuyaux et de cils. Alors vous avez, pour l'équilibre, vous savez que vous avez vos grandes oreilles externes, regardez les grandes oreilles, mais internes, vous avez le tympan, mais vous avez aussi dans l'oreille interne tout un système avec des petits blocs, des petits tubes osseux, alors qui ont plusieurs formes différentes, ils sont semi-circulaires, circulaires, voire des fois presque angulaires chez certains vertébrés. Il vous expliquera bien ça dans la vidéo de Entracte Science qui est formidable. Vous allez sur Entracte Science, et il avait fait une vidéo justement sur cette découverte, ça s'appelle la pierre de Rosette de l'endothermie, enfin découverte. Alors ces petits tubes sont remplis d'un liquide plus ou moins visqueux dans lequel il y a des petits cils qui sont en train de bouger et qui sont reliés à des nerfs. Alors ces petits cils ont pour fonction de communiquer
parce qu'il baigne dans un liquide, la position de l'individu, du crâne de l'individu quand il bouge, donc de positionner l'individu dans l'espace, même quand il fait nuit, hein. Donc c'est intéressant et de lui permettre, en fin de compte, d'avoir une meilleure proprioception et une meilleure compréhension de son corps dans l'espace, puisqu'il va savoir dans quelle position est son crâne en fonction de ces petits cils qui vont bouger dans un milieu aqueux qui est plus ou moins visqueux. Hein, parce que si le milieu est trop visqueux, par exemple, la réponse sera trop lente et l'équilibre ne sera pas parfait et les déplacements seront un peu lents. Hein, donc il faut que de l'efficience, hein, il faut que les cils puissent bouger assez vite pour pouvoir indiquer assez rapidement à la cervelle, puisqu'ils sont en communication avec des nerfs, hein, dans quelle position sont les cils, sont tirés dans quelle position pour voir dans quel mouvement. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs cils, il y a plusieurs cils, il y a aussi d'autres cils qui sont adaptés à des petits senseurs qui montrent si tu fais une décélération, une accélération. C'est assez complexe, pas tant que ça, hein. Mais tout ça baigne dans un liquide visqueux qui permet d'avoir une optimisation, en fin de compte, de la perception du corps dans l'espace, de sa position spatiale. Donc, en analysant cette oreille interne que nous avons tous, et celle de ces vertébrés fossiles très vieux, il s'est aperçu qu'à une certaine époque, il y a eu, sans qu'il y ait un changement de milieu extérieur, c'est-à-dire de température et de milieu, c'est-à-dire qu'il restait en tropical, humide ou tropical, ou tempéré moyen, ou tempéré chaud, ils se sont aperçus qu'il y avait d'un seul coup eu une réduction de la taille de ces petits canaux, hein, qui contiennent ce liquide plus ou moins visqueux et ces cils. Donc s'il y a une réduction de ces canaux, hein, c'est qu'il y a visiblement une augmentation de la température des individus qui possèdent ces canaux, puisque il avait pris de très bon exemple du chocolat. Quand vous faites chauffer du chocolat, il devient liquide. Donc visiblement, ces petits canaux remplis de liquide, qui ont des protéines dedans, qui ont un ensemble pour leur donner une viscosité particulière, ces petits canaux se sont retrouvés, en fin de compte, avec un liquide qui était chauffé, donc ils n'avaient pas besoin d'être gros, ils ont diminué en taille. Et pour pouvoir être efficace, ça ne servait à rien d'avoir des gros canaux qui prennent plein de place. Et l'observation de cette diminution des canaux a prouvé qu'ils ne pouvaient être fonctionnels qu'avec une température du corps qui s'était élevée d'au moins 10 degrés, donc qui était passée d'une vingtaine de degrés à 30 degrés, et ça sans qu'il y ait un changement de la température du milieu extérieur. Hein. Donc il a pu faire descendre ça depuis, je sais pas, des millions et des millions d'années. C'est pas ça, moi ce qui m'intéresse, c'est le principe. Donc il a pu expliquer que à telle date, les vertébrés sont devenus à sang chaud, donc ça veut dire qu'ils avaient un mode de vie différent, et en plus il y avait des poils. Donc c'est très intéressant, il l'a fait sur des mammaliens, donc c'est très vieux, c'est avant les dinosaures, hein. Et maintenant le truc c'est d'aller étudier les dinosaures. Donc ça paraît tout con, mais ça change radicalement la vision que nous avons des premiers vertébrés et de leur mode de vie et de leur température. Donc ils avaient du sang chaud bien avant que les premiers mammifères en aient. Hein. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, et le docteur Romain David l'a trouvé parce qu'il s'intéressait à l'évolution, puis il avait fait des études sur l'oreille interne, et il s'est aperçu que ça avait diminué, et ça ne peut diminuer, quand tu étudies justement ces tubes, que si le corps est monté en chaleur, parce que la viscosité du liquide dedans ne peut pas fonctionner si c'est trop visqueux. Il faut que ça soit chaud. Et pour être chaud, il faut produire de la chaleur. Donc c'est une découverte fabuleuse. Hein, il fallait y penser. Personne n'y avait pensé. Et Romain David, un Français, hein, donc il y a aussi des Français qui sont bons, hein, et qui sont exceptionnels, a découvert ça. Donc il mérite, lui aussi, je pense, un prix Nobel. Parce que pour moi, c'est la plus grande, après Svante Pääbo, mais Svante Pääbo c'est un peu plus loin, la plus grande découverte en paléontologie qui a été faite, parce que la portée de cette découverte est énorme, puisqu'elle permettra presque d'analyser maintenant quasiment tous les vertébrés en fonction de leurs oreilles
et d'en tirer des conclusions sur leur production de chaleur interne ou pas. Alors il y a plusieurs façons de produire de la chaleur, hein. Gundil vous a fait des articles en disant qu'il y a le muscle, je vous l'ai expliqué, qui produit de la chaleur, hein, puisqu'on sait qu'à peu près globalement, chez un mammifère, 30% de la production, de la consommation d'énergie d'un muscle est utilisée pour le déplacement, et 70% est dissipé en chaleur, hein. Donc c'est parce que ça nous sert bien, hein. Ça nous permet de nous maintenir dans des températures plus ou moins froides, éveillés, fonctionnels et rapides, hein, avec le cerveau qui marche bien. Donc c'est toujours intéressant, mais on s'est aperçu qu'il y a un système qui est plus loin, mais il y a d'autres systèmes, hein, qui viennent de l'utilisation aussi de la graisse, hein, et puis de la graisse brune particulièrement, hein, qui permet de monter en chaleur. Graisse que certaines populations ont en plus grande quantité. Alors les nourrissons longs pour produire de la chaleur parce qu'ils bougent pas trop, hein, donc ils utilisent cette graisse, ils la brûlent si vous voulez pour produire de la chaleur. Mais certaines populations, là aussi à l'âge adulte, hein, alors beaucoup de, on va dire, de mammifères qui vivent au nord l'ont, et par exemple les Inuits en ont une plus grande quantité, et je crois qu'elle est répartie dans le dos. Alors nous, nos nourrissons en ont, hein, après ils la perdent progressivement, mais par exemple les Inuits, je crois, les Esquimaux, en ont aussi en quantité plus importante, ce qui leur permet de mieux résister au froid. Ce sont des adaptations génétiques des populations en fonction des climats, bien sûr. Il n'y a que les débiles pour dire qu'on est tous pareils. Non, on est tous différents, on est tous merveilleux. Donc voilà 2 bonnes nouvelles. Bravo, hein. Encore, je voulais faire cette vidéo, ça intéressera ceux que ça intéressera. Donc voilà, j'espère qu'il va avoir le prix Nobel, comme moi j'espère aussi avoir le prix Nobel. Alors là, les gens me disent, il a fait de grandes découvertes. Le zététicien dira que je suis prétentieux et que je suis un dingue. Absolument pas, parce que le zététicien a souvent un niveau très bas en sciences, hein. C'est souvent un abruti, un petit diplômé qui a peu d'ouverture d'esprit et qui répète comme un singe ce qu'il entend dans un cours sans être capable d'une grande analyse, hein. C'est pour ça qu'en général, il est zététicien, hein, on lui apprend à douter car il n'est même pas capable de douter lui-même. Donc, moi, j'ai fait de grandes découvertes aussi, et je devrais aussi avoir un prix Nobel, vous savez, pour la compréhension, c'est-à-dire la cause de l'explosion en volume du cerveau humain qui est due, et personne ne l'avait trouvé, et c'est moi qui l'ai trouvé, qui est due aux notions de temps et à la compression de données en mots, ce qui nous permet de penser plus rapidement, donc d'avoir une mémoire utile, puisqu'une grosse mémoire qui fonctionne lentement, pas pour un éléphant qui n'a pas d'ennemis, ça n'a aucune ça n'a aucune importance de l'avoir, c'est même un handicap, hein. Ça n'a aucun avantage, voilà, d'avoir une grosse mémoire si elle fonctionne lentement, et c'est l'apparition des notions de temps dans le langage, hein, qui a permis justement de pouvoir préméditer des actions, d'exprimer le temps, de préméditer des actions à plusieurs et d'exprimer des actions passées, histoire pour pouvoir, par visualisation bien sûr, par ce langage avec ces notions de temps, ancrer des souvenirs plus profondément dans la mémoire en restimulant des connexions synaptiques correspondant à des événements passés ou des événements passés que l'on a entendus et que l'on a visualisés. Donc ça, c'est très important. Donc c'est les progrès linguistiques et les éléments, les découvertes linguistiques qui ont globalement permis à l'homme d'avoir une explosion de son cerveau en volume, et ça c'est dû aux notions de temps, comme j'ai expliqué, qui sont données par la bipédie, comme je l'ai expliqué, hein, par le fait de montrer en savane où l'on vient, où l'on va, mettant un mot sur des gestes, enlevant les gestes, et il nous reste un mot pour indiquer le futur, où l'on va, le passé, d'où l'on vient, et ainsi de pouvoir parler du futur et du passé, permettant de mémoriser des choses et de consolider sa mémoire, et aussi de préméditer des actions, rendant à ce moment-là les mutations entraînant des proliférations neuronales utiles, hein, alors qu'autrement, si tu as une grosse mémoire lente, ça ne sert à rien, ça va consommer l'énergie, hein. Un gros cerveau qui fonctionne lentement, je dis à part pour les éléphants qui n'ont pas d'ennemis, c'est une consommation, une perte brute d'énergie, hein, puisque ça va servir à rien, puisque c'est trop lent, même si c'est efficace, la pense trop lentement, donc tu risques de te faire bouffer par un prédateur ou de réagir même trop lentement pour aller chercher une proie. Donc c'est pas bon,
si tu n'as pas de notion de temps et d'outils linguistiques. Donc, c'est les outils linguistiques qui ont permis la sélection de mutations entraînant une prolifération neuronale dans le cerveau et qui les a maintenues parce qu'elles devenaient en fin de compte utiles. Normalement, j'ai un prix Nobel, on attendra un peu, les purs et durs le savent, hein, les zététiciens, eux, sont dans la haine. Alors, une autre dernière très bonne nouvelle, alors que l'on doit à Hélène Boulanger, qui est la directrice de la fac de Nancy. Bonne nouvelle, puisque Thomas Durand a été dégagé de la fac de Nancy, il n'a plus droit d'y rentrer, hein, et donc on lui prête plus les locaux, ce qui est très bien, et ensuite, ses cours ont été annulés, donc cours de zététique, hein, donc ça va nous faire des économies, nous, les contribuables, puisque payer des cours de doute, de l'art du doute et de la critique à des étudiants sans avenir en vérité, puisque ça ne sert à rien, c'est de l'argent dépensé pour rien. Il vaudrait mieux qu'on utilise cet argent pour former des ingénieurs, des sages-femmes, des médecins, des pompiers, des gens utiles et pas des connards qui doutent et qui critiquent et qui font que nous casser les couilles. Voilà. Alors, ces cours ont été annulés. Il a été viré de la fac de Nancy, qui est son fief, et ça fait vraiment plaisir. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué une de ses collègues en vidéo, hein, qui faisait des cours d'homéopathie en disant que l'homéopathie est dans la fac de Nancy. Bon, je n'ai pas vraiment d'avis particulier sur l'homéopathie. Bon, il y a des chances que ça soit un peu bidon. Mais ceci dit, comme il emmerde tout le monde, Madame Hélène Boulanger ne veut pas de gens qui génèrent de la merde dans sa fac et qui génèrent des combats, surtout que la pauvre prof d'homéopathie qui croit à son truc a dû être attaquée, a dû subir des attaques virales, bien sûr par les fans débiles de Thomas Durand, hein. Elle a dû même pleurer, puisque c'est du harcèlement, quelque part, qu'il fait, ce sale individu. Et donc, Hélène Boulanger, très courageuse, a dit « je vais te dégager ». Donc, je remercie Hélène Boulanger, la directrice de la fac de Nancy, d'avoir viré ce fouteur de merde Thomas Durand, qui ne cherche qu'à gagner de l'argent sur la dénonciation et le conflit. N'oubliez pas qu'il m'a attaqué sur le dos rond, hein, ça paraît ridicule, mais il fait la promotion de Jake Hanfit. On a prouvé que ce que disait était débile, hein, qui dit que le dos rond est sans danger, arrondir le rachis lombaire en lourd est sans danger. Donc ce Thomas Durand, qui s'y connaît en tout, hein, comme le cordonnier de Pline, défend Thomas Durand parce que l'autre doit faire partie de sa secte de petits barbus d'avertis, voilà. J'ai rien contre les avertis, mais quand ça devient une secte, c'est ridicule, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ils m'ont attaqué, ils m'ont envoyé du viral aussi, hein, en m'attaquant sur mes livres de muscu qui ne font que de la prévention, hein, et de la mécanique de base, hein, et ils sont allés jusqu'à dire que, dans leur grande intelligence, que la morphologie n'avait aucune influence sur les risques de blessures. Bien sûr, on va leur parler des genoux valgum, genoux recurvatum, hein. Tout le monde a vu la vidéo du mec qui se plie le genou à l'envers sous la presse, hein, parce qu'il a un genou recurvatum. Mais bien sûr, non, pour eux, ça ne marche pas. Il n'y a aucune preuve et aucune étude scientifique que la morphologie ait une influence sur les pathologies. C'est de la zététique pure et dure, donc on est au niveau des platistes, hein. C'est-à-dire que Thomas Durand est à la science ce que les platistes sont à la géographie. Voilà, donc un taré de première, hein, qui fait la promotion de délire, quoi, et de conduite à risque. Donc les mecs sont tarés. Donc je répète encore, hein, oui, la morphologie a une influence sur les risques de blessures en sport, pied plat, genou valgum, genou varum même, hein, même si c'est moins fréquent, genou recurvatum, syndrome d'accrochage de l'épaule, proportion bras, cage, OPEC, j'en passe, et des meilleurs, hein, j'en passe. C'est un taré qu'il faut éliminer, éliminer de la vie publique, hein, je parle, hein, et pas faire comme lui qui m'envoie ses sbires avec des menaces en me disant
qu'ils espèrent que je vais mourir cet été d'une crise cardiaque. L'été étant passé, je suis encore en vie. Hein, et malheureusement, quand des gens veulent votre mort, je te dis, Thomas, tu m'as envoyé des mecs qui veulent ma mort. Quand je te croiserai, eh ben, tu t'excuseras. J'apprécie pas. Hein. Et quand je montre une photo de moi avec mon fils, on voit pas la tête, hein, parce qu'il est là à côté de moi heureux, et quand tes sbires disent « j'espère qu'il sera pas aussi con que son père », je trouve que c'est une honte. Et quand tu dis que je suis visiblement un escroc, hein, comme tu le mets dans tes tweets, hein, pour mon travail, je te rappelle que moi, j'ai rapporté 7 millions d'euros à l'État français en taxes, et c'est plus en vérité, mais on va dire, c'est juste les taxes sur les ventes des livres, hein. C'est pas sur les gens qui sont payés avec mes bouquins, hein. Donc moi-même, 1 million de ma poche, hein, et j'ai empêché des millions de personnes de se blesser, donc tu me dois des excuses pour avoir dit que j'étais un escroc, et un imbécile passe, mais un escroc, quand on se rencontrera, je te demanderai à ce moment-là, entre hommes, dans le monde viril, de t'excuser. Et si tu t'excuses, comme je suis miséricordieux, je te pardonnerai. Voilà, c'est Frédéric Delavier, je vous aime et paix sur terre.